Bonjour et bon réveil, bienvenue sur U24 pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct. On jette tout de suite un coup d'œil au sommaire de votre édition. Plusieurs fortes explosions suivies d'une fusillade ont retenti ce matin dans le centre de Jakarta. Au moins 6 personnes tuées, c'est le bilan provisoire. En France, une avalanche a fait au moins 3 morts hier sur une piste fermée des Deux Alpes. Une information judiciaire a été ouverte, on en parle dans un instant. L'essoufflement de la Chine se confirme. Le commerce extérieur s'est contracté de 7% en 2015, une contre-performance qui reflète le ralentissement de la deuxième économie mondiale. Quelles conséquences pour le reste du monde? On posera la question à un spécialiste. Il nous a quitté le 14 janvier 86, il y a donc tout juste 30 ans. Daniel Balavoine est à l'honneur dans un album hommage. Virginie Belaïch viendra nous en parler. Ravi de vous retrouver sur I24. Plusieurs explosions ont donc été entendues dans le centre de la capitale indonésienne ce matin. Des victimes étaient étendues au sol. Au moins 6 personnes mortes ont été recensées. À l'approche des policiers armés, des tirs ont également été entendus à l'extérieur d'un café. Joseph Emmanuel. Jakarta, plein centre-ville, plusieurs détonations retentissent. La confusion règne, une fusillade se fait entendre. En quelques minutes, les secours sont sur place, plusieurs corps gisent à terre. Très vite, le quartier est bouclé. L'unité de démineurs antiterroristes, le KBR, arrive en force. Les unités spéciales se placent, s'équipent. Ils viennent d'apprendre qu'un homme, sans doute un assaillant, se trouve sur le toit. Une voiture fait bouclier pour permettre aux journalistes de traverser la rue. À l'approche des policiers, des tirs retentissent encore à l'extérieur d'un café Starbucks. Selon la police, au moins une des explosions pourrait avoir été provoquée par un kamikaze. Voilà, alors Myriam Aman, bonjour. C'est un attentat qui est donc survenu dans les heures de l'après-midi, la mi-journée à Jakarta, dans le centre même de la ville. Oui, vers 11h30, presque midi. C'est sans doute une heure de grande affluence dans un centre commercial. Évidemment, ceux qui sont visés, là encore, ce seraient des touristes, puisque le centre de Jakarta est très touristique. Pour l'instant, évidemment, les informations arrivent au compte-gouttes. C'est très difficile d'y voir clair, mais apparemment, plusieurs explosions, une fusillade. Il semble donc qu'il s'agisse bien d'un attentat préparé, minutieusement préparé. Et on se souvient bien évidemment dans ce genre de contexte de l'attentat de Bali qui avait fait un nombre particulièrement important de morts. Oui, plus de 200 morts en 2002 parce que là encore les touristes étaient visés. Il s'agissait d'un attentat kamikaze dans un bar fréquenté exclusivement par des étrangers, par des touristes, mais aussi dans une discothèque où la jeunesse et notamment des expatriés se trouvaient. 202 morts et là donc il y avait un kamikaze puis une camionnette piégée qui était garée devant la discothèque et puis d'autres explosions comme on voit là dans des centres névralgiques de Bali, donc de cette grande ville. Alors c'est ça semble être un petit peu la même façon de fonctionner. On va en parler avec Jacques Neria. Jacques, bonjour, vous êtes consultant sur le terrorisme. Merci d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions. Alors c'est pas la première fois que Jakarta est visée. Est-ce que c'est surprenant d'une certaine façon ? Écoutez, depuis 2002, en fait, l'Indonésie est la cible d'organisations terroristes, de radicaux islamistes. Depuis 2002, Bali, 2005, Bali, 2009, Jakarta, et puis la dernière attaque c'est en 2009 contre les deux tours, les hôtels de tours de Jakarta. L'état d'alerte a été déclaré en Indonésie depuis décembre. On s'attendait à une grande attaque, un grand attentat à la Nouvel An. Et puis, 150 000 policiers qui avaient été déployés, 9 000 soldats aussi dans les centres névralgiques. Tout cela est en essayant d'attraper le grand nombre de cellules. Effectivement, ils ont arrêté 2 cellules. Une cellule qui était composée de minorités chinoises, des Ouïghours,
qui avait été recruté par Al-Qaïda, et d'autres par la Jamaat Islamiyya, c'est la célèbre organisation locale indonésienne qui lutte clandestinement contre le régime. Alors, est-ce qu'on a un auteur qui se profile, puisque l'attentat, en tout cas cet acte, n'a pas encore été revendiqué? Est-ce que vous pensez à une piste en particulier? Écoutez, il y a trois possibilités ici. Une première possibilité, que ce soit Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda a déjà une base en Indonésie. La deuxième, c'est des organisations locales comme la Jamaat Islamiyya. Et la façon dont il semble que les attentats aient eu lieu, donc avec des suicidaires qui se sont fait exploser dans Starbucks et autres, ça laisse penser que ce soit aussi Daesh. Merci beaucoup, Jacques, pour ces explications. Je vous révèle donc le bilan provisoire, 6 morts recensés pour l'heure à Jakarta, dans la capitale indonésienne. La France, à présent, et la coulée de neige qui s'est déclenchée peu avant 16h hier sur une piste noire fermée depuis le début de la saison dans le domaine skiable des Deux Alpes. Un groupe de 10 élèves, leurs professeurs, ont été emportés par cette avalanche à environ 2500 mètres d'altitude. 3 personnes sont décédées, regardez. Un drame en Isère, il est 15h45 ce mercredi quand une avalanche se déclenche sur une piste noire des Deux Alpes à 2500 mètres d'altitude. 10 personnes sont sur la piste, majoritairement des adolescents qui faisaient partie d'un groupe de 19 élèves lyonnais en voyage scolaire. Ils étaient accompagnés de 3 enseignants. L'avalanche a fait 3 victimes, une jeune fille de 16 ans et un garçon qui a succombé à ses blessures. Un touriste ukrainien extérieur au groupe fait lui aussi partie des victimes. L'enseignant polytraumatisé a été hospitalisé à Grenoble, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Les autres élèves ont été reconduits à leur lycée de Lyon. La ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, s'est rendue sur place pour les accueillir. Je suis venue ici pour exprimer toute mon émotion et toute ma solidarité à cet établissement qui a été durement touché par le drame terrible de cet après-midi. Mes pensées vont aux familles des victimes et notamment aux familles de ces 2 élèves décédés dans cette avalanche. Les 19 élèves étaient en classe de première en option sport. Un enseignant les a accompagnés sur cette piste noire, une piste qui était pourtant fermée depuis le début de la saison. Une enquête a été ouverte pour déterminer pourquoi le professeur a amené ses élèves sur une piste interdite. Nous avons entrepris les constatations dans le cadre d'une enquête judiciaire diligentée par le procureur de la République de Grenoble, et des auditions sont actuellement en cours, d'autres auront lieu dans le but d'établir d'abord les circonstances dans lesquelles le groupe s'est engagé sur cette piste qui était fermée, et ensuite ce qui a pu provoquer l'avalanche et la chronologie exacte des faits. Le risque d'avalanche est élevé dans la région cet hiver. Depuis le début de l'année, 4 personnes ont déjà perdu la vie dans les Alpes françaises. Alors voilà, on n'en sait plus sur la chronologie des faits. En revanche, Julien, bonjour. Il y a beaucoup de questions qui restent ce matin en suspens. Oui, tout d'abord, la piste sur laquelle a eu lieu l'avalanche était une piste fermée. Alors que faisait un groupe d'élèves sur une piste fermée? Qui les a amenés sur cette piste et pourquoi? C'est une première question. La formation judiciaire devra y répondre. On entendait à la fin du sujet de Océane Nicole que le risque d'avalanche était élevé. Et en effet, puisque le risque était élevé de 3 sur une échelle de 5, c'est un niveau extrêmement élevé. Et pour cause, il y avait eu d'importantes chutes de neige au début de la saison. Donc voilà un peu les questions qu'il faut se poser. Il y a eu des drames dans le passé. L'avalanche la plus meurtrière, c'était en février 70 avec 39 morts. Alors c'est ça, ces dernières années, elles ont été particulièrement meurtrières dans les montagnes françaises. Oui, en dehors de février 1970, qui est un cas assez ancien avec 39 morts, on va peut-être regarder simplement les années 2000 pour regarder les cas les plus dramatiques. Regardez 2002, 24 mars 2002, 6 skieurs sont tués à Val d'Isère, c'est en Savoie, dans le fond de la vallée de Manché à 2100 mètres d'altitude, où ils ont été ensevelis et tués par une avalanche. On passe maintenant à 2008, le 24 août 2008, une avalanche cette fois sur la face nord du Mont Blanc qui a fait 8 morts à 3600 mètres d'altitude. On passe à présent à 12 juillet 2012 sur le Mont Maudit qui porte malheureusement bien son nom avec 9 morts, des Suisses, des Allemands, des Britanniques, des Belges. C'était l'avalanche la plus meurtrière depuis 10 ans à l'époque. 2015, 2 grosses avalanches en 2015. Tout d'abord en janvier, 6
6 membres du club alpin français ont été tués lors d'une randonnée dans un massif des Hautes-Alpes. Il y avait des femmes et des hommes qui étaient âgés de 50 à 70 ans. Et enfin, 15 septembre 2015, 7 alpinistes, dont plusieurs étrangers, ont été tués dans une avalanche. Et on arrive donc à 2016, le cas de ces derniers jours, avec ces questions qui restent en suspens. Que faisaient ces élèves sur une piste fermée? Des questions auxquelles j'espère on répondra bientôt. En tout cas, si c'est pas très réjouissant, mais si on respecte les lois de la prudence, ça devrait... Ce drame aurait pu être évité. Merci beaucoup, Julien. Aucun regret, si ce n'est de n'avoir pas tué sa victime. Voilà ce qu'a exprimé l'auteur de l'attaque à l'arme blanche contre un enseignant juif lundi matin à Marseille. Le parquet de Paris a ouvert hier une information judiciaire et demandé la mise en détention provisoire de ce jeune Turc âgé de 15 ans. Les détails avec Joseph Emmanuel. Il a déclaré aux enquêteurs avoir honte de ne pas avoir réussi à tuer l'enseignant qu'il a agressé à la machette. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire. L'agresseur est mis en examen pour tentative d'assassinat terroriste. Il est actuellement placé en détention provisoire. L'adolescent terroriste était jusqu'alors inconnu des services de renseignement. C'est par Internet qu'il se serait radicalisé. Il a dit à ses enquêteurs s'intéresser aux tests djihadistes depuis plus d'1 an. Seulement quelques blessures au dos et aux mains. Le jeune enseignant sait qu'il a échappé au pire. Une lame de 50 cm de long, c'était une agression pour tuer. La victime se remet doucement. C'est grâce à Dany que les policiers ont pu interpeller l'agresseur. Je me trouvais de la station-service juste en face avec mon scooter. J'allais partir. Quand j'ai entendu donc les cris donc, de M. Amselem, je suis son nom après. Et j'entendais « Pourquoi vous faites ça? Vous allez me tuer ?» Bon, quand j'ai vu l'agresseur avec des grands coups de machette, j'ai vite compris de quoi il s'agissait. Donc en un instant, on ne réfléchit pas trop. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc j'ai traversé la route quand la voiture m'a permis de passer. Et au moment quand je suis arrivé, donc l'agresseur avait perdu sa machette. Et M. Amselem était par terre. Il s'est relevé, il a montré, il a dit Rabbi, il m'a attaqué avec ça, c'est parce que je suis juif, parce que j'avais la kippa. Cette attaque est la 3e attaque antisémite en quelques mois dans la ville de Marseille. Voilà, hier en France, tout le monde portait la kippa, ou presque. En tout cas, le message était là. Écoutez Mohamed Sifaoui, il était interviewé par Paul Amar dans Paris Jaffa. Je refuse de toute manière les dictates qu'on veut imposer, que ce soit par la pression ou par la menace ou par la peur. J'ai tenu à mettre une kippa, à me photographier avec, même si vous savez que je ne suis pas un grand partisan, un grand fan des signes religieux. Mais évidemment, les circonstances exigent des gestes à la fois forts et symboliques de notre part à tous. Et j'ai voulu exprimer d'abord à l'égard de la République, parce que toucher à un élément de cette République, c'est toucher à toute la République. Et les Juifs sont évidemment un élément très important de cette République. Il n'est pas question pour qu'on puisse accepter que des personnes soient visées en raison de leur appartenance ethno-religieuse ou pour leurs convictions. Et ce faux débat que certains veulent invoquer, en l'occurrence un prétendu deux poids deux mesures, il n'en est rien, parce qu'en ce qui me concerne, et je pense que la majorité nous seront sur cette logique-là, le jour où des femmes voilées seront attaquées à la machette parce qu'elles portent un voile, j'exprimerai la même solidarité, et y compris si j'ai une hostilité à l'égard de ce symbole, non pas d'une religion, mais d'une idéologie qui s'exprime au nom de l'islam. Et on passe tout de suite à l'essentiel de l'actualité internationale, en bref et en images. Plusieurs morts, plusieurs dizaines de blessés, au moins 40 ce matin dans un attentat à la voiture piégée qui aurait été perpétré par les rebelles kurdes contre un commissariat. Ça s'est passé dans le sud-est de la Turquie. L'attaque menée par des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, selon plusieurs médias, s'est déroulée dans la province de Diyarbakir. Ils se sont appelés hier. Barack Obama et Vladimir Poutine ont discuté de la situation en Ukraine, des tentatives pour parvenir à une solution politique en Syrie et des façons de calmer les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite.
1,5 milliard de dollars, 1,4 milliard d'euros. C'est au choix le déficit mensuel de la France, les droits télé d'une saison de Première Ligue ou encore la valeur estimée du Buckingham Palace de Londres. Et c'est aussi le montant d'un jackpot surréaliste. Il a été mis en jeu cette nuit aux États-Unis. Et on reste aux États-Unis avec une actualité moins réjouissante, ou en tout cas plus politique. Ce soir aura lieu en Caroline du Sud le premier débat républicain de l'année. David Benaïm, vous êtes à New York. Bonjour. Alors à quoi doit-on s'attendre ? C'est déjà le 6e débat de cette campagne pour la nomination du candidat républicain et les enjeux deviennent de plus en plus importants. Seuls 8 candidats seront présents sur la scène du théâtre de Charleston ce soir. Au centre, le favori de la plupart des derniers sondages, Donald Trump, qui influence cette campagne depuis le moment où il a déclaré sa candidature en juin. Toute l'attention lui est portée dans les médias et la base républicaine semble apprécier contre toute attente. L'establishment républicain ne sait plus comment s'y prendre pour éviter sa nomination sans interférer de manière trop voyante dans la compétition. Alors David, la dernière polémique, elle date justement de mardi soir, après le dernier discours de Barack Obama de State of the Union, avec la réponse républicaine justement à ce discours. Oui, les dirigeants du Parti républicain ont en effet choisi Nikki Haley, le gouverneur de Caroline du Sud, pour répondre au discours d'Obama. Et ces coups de poing politiques ne se sont pas uniquement tournés vers le président américain. Donald Trump en a pris pour son grade. Elle a dénoncé les supporters du milliardaire qui succombent à la colère et à la tentation des discours de haine. Elle a également insisté sur le fait que celui qui parle le plus fort n'est pas forcément la voix de la raison et a rappelé les valeurs de l'Amérique, sa force dans sa diversité. Trump n'a pas attendu pour réagir et il est probable, vu que le débat aura lieu en Caroline du Sud, chez Nikki Haley, que la polémique fasse partie des sujets évoqués. On peut attendre des échanges animés entre les candidats professionnels de la politique, comme Marco Rubio et Jeb Bush, et les outsiders de Washington, que sont Donald Trump et Ted Cruz. Alors pendant ce temps, du côté démocrate, qu'est-ce qui se passe concrètement avec Hillary Clinton ? Hillary Clinton et Bernie Sanders, son challenger, qui s'autoproclame socialiste-démocrate, qui est donné gagnant en Iowa, dans le premier caucus dans moins de 3 semaines, et au coude à coude avec Hillary, lors de la primaire dans le New Hampshire la semaine suivante. Hillary garde tout de même une vraie longueur d'avance sur les sondages du point de vue national, mais Clinton a une mémoire importante, vu sa dernière campagne dans les primaires démocrates. Un certain Barack Obama, à la même période lors de la présidentielle de 2008, était loin derrière dans les sondages. Donc sa campagne aborde ses premières primaires avec prudence et sans fanfaronnade. Clinton et Sanders auront l'occasion d'un dernier débat avant les premiers passages aux urnes dimanche soir sur NBC. Alors justement, merci David pour ces explications, mais on parlera de fanfaronnade tout à l'heure. En dernière partie d'émission, vous nous parlerez de cette loterie qui fait vibrer l'Amérique et le monde entier finalement. À tout de suite. On va parler dopage à présent dans le sport. C'est aujourd'hui que sort la deuxième partie du rapport de la Fédération internationale d'athlétisme. Alors, concernés, les athlètes russes, leur fédération, depuis novembre, vous le savez, ils sont littéralement empêchés de travailler. Le point en image. Des emails, des lettres et plusieurs rapports. La Fédération internationale d'athlétisme était au courant depuis 2009 du dopage dans l'athlétisme russe. Un usage systématique révélé par l'agence de presse américaine Associated Press. Les deux fédérations auraient ensemble masqué le dopage sanguin des athlètes russes lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est une lettre de Pierre Weiss qui fait éclater le scandale. L'ancien secrétaire général de l'instance internationale s'adresse à celui qui était à l'époque trésorier de la fédération, aujourd'hui suspendu à vie. Les valeurs sanguines des athlètes russes deviennent tellement problématiques que des mesures immédiates et drastiques doivent être prises. En novembre dernier, la Fédération internationale d'athlétisme a suspendu la fédération russe, suspendue pour une durée indéterminée, suspendue pour dopage organisé de manière systématique. Impossible depuis pour les athlètes russes de disputer la moindre compétition internationale. Naturellement, les athlètes le vivent très mal. Beaucoup dénoncent des accusations calomnieuses. Je peux dire que je ne me suis jamais dopée. Nous sommes devenus victimes de cette situation. Ce jeudi, une commission indépendante de l'Agence mondiale antidopage publie la deuxième partie du rapport.
Deuxième rapport qui paraît donc aujourd'hui, deuxième partie du rapport qui paraît donc aujourd'hui. Nous sommes à présent en ligne avec Jean-Pierre de Montenard. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Alors vous êtes médecin du sport, spécialiste du dopage. La publication, on vient d'en reparler, du premier volet du rapport dans le dopage dans le milieu de l'athlétisme, elle avait été vécue, on s'en souvient, comme une véritable onde de choc. Pourtant depuis, peu de choses ont changé. Comment vous expliquez cette inertie ? Le problème, il date depuis le début de la lutte antidopage, c'est que le dopage et sa lutte sont entre les mains des instances sportives. Donc c'est illusoire de croire qu'ils vont se tirer une balle dans le pied. La seule façon de progresser, c'est que tous les gens qui ont accompagné le dopage au plus haut niveau de ces instances, on parle de l'athlétisme, mais dans d'autres sports, c'est exactement pareil. Il faut que ces gens-là partent. Donc là, on a mis Lamine Diack, le président précédent, est parti à la fin de l'année dernière. Et il faut que Sébastien Coe fasse de même. Il était déjà impliqué dans le sens où il y a des doutes sur l'organisation des championnats du monde à Oregon, la base de Nike, alors qu'il est payé par Nike. Je veux dire, c'est magouille et compagnie. Tant que alors, mais est-ce que du coup, Jean-Pierre de Montenard, est-ce que du coup, c'est possible pour les sportifs d'exploser des records sans qu'on se pose automatiquement la question du dopage? Je pense par exemple à Usain Bolt. Bien sûr qu'on est obligé de se poser la question. Le doute, avant, on parlait toujours de présomption d'innocence. Aujourd'hui, c'est le doute maximal. Vous ne pouvez pas penser un seul instant qu'un record battu l'a été fait sans produit facilitant la performance. Depuis le début, j'ai des doutes sur Bolt. On ne peut pas... alors c'est dramatique pour lui, parce que d'un autre côté, les athlètes clean, entre guillemets, ne peuvent pas démontrer qui sont clean. Mais le verre est dans le fruit, c'est plus ou moins ce que... pour résumer votre propos. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Et puis je rappelle votre livre, Le Dico du dopage, votre livre qui est à paraître aux éditions Masson. Alors maintenant, on va continuer à parler du dopage, l'histoire du sport, Virginie, qui est truffée de cas de dopage qui dépassent largement, bien évidemment, l'athlétisme. On va en revisiter plusieurs ensemble. Oui, Nathalie, effectivement, on parle beaucoup de dopage dans le cyclisme, mais il faut aussi dire que ça ne remonte pas seulement à l'affaire Festina et Lance Armstrong. Je vous invite à revisiter l'histoire. Nous sommes en 1967. Le cycliste Tom Simpson peine dans l'ascension du Mont Ventoux. Nous sommes sur le Tour de France. Le Britannique finit par s'écrouler. Il succombera pendant son transfert à l'hôpital. L'autopsie conclut à un syndrome d'épuisement. Dans son sang et ses urines, on retrouve une quantité non négligeable d'amphétamine. Il faut préciser qu'à l'époque, les coureurs n'avaient pas le droit de s'hydrater sur les étapes, ce qui est aujourd'hui le cas. Alors on va quitter le Mont Ventoux, si vous le voulez bien, pour se rendre aux Jeux Olympiques de Séoul. Oui, nous sommes en septembre 1988. Le monde a les yeux rivés vers la Corée du Sud et sur la ligne de départ, le sprinter canadien Ben Johnson, mais aussi Carl Lewis, son grand rival. Ces deux coureurs, deux foulées, deux styles et 9 secondes 79 centièmes plus tard, c'est Ben Johnson qui passe la ligne d'arrivée. Il est reconnu coupable de dopage aux stéroïdes anabolisants après un contrôle positif. Il tentera un retour 2 ans plus tard. Mais le verre est dans le fruit, vous le disiez, il ne reviendra jamais au plus haut niveau. Alors on a parlé beaucoup d'hommes, qu'en est-il des femmes à présent? Et oui, les femmes aussi, et on va parler maintenant d'une américaine, Marion Jones. Elle a 25 ans quand elle triomphe au JO de Sydney. Nous sommes en 2000, elle rafle 3 médailles d'or et 2 de bronze. C'est un véritable record, mais en pointillé depuis le début de sa carrière, des soupçons de dopage. Dans un premier temps, la star de l'époque de la délégation américaine nie farouchement s'être dopée. Et puis en 2007, elle reconnaît avoir pris des stéroïdes. Depuis 1999, le résultat est sans appel. Elle est obligée de rendre ses 7 médailles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Virginie. On va parler à présent. Est-ce que vous fumez? Non. Alors on va parler cigarettes électroniques. Elles seront peut-être bientôt bannies, mais ça ne vous intéresse pas de toute façon, de la voie publique. Regardez. Un épais nuage de fumée et le tout sans tabac. Dans ce salon de cigarettes électroniques de Kuala Lumpur, on trouve les toutes dernières innovations technologiques et aromatiques. Fumer, ou plutôt vapoter, est devenu extrêmement populaire en Malaisie.
Un succès tel que l'industrie craint un retour de flamme du gouvernement, inquiet pour la santé des consommateurs. En Malaisie, la communauté des vapoteurs se bat pour ses droits, parce que le secteur rapporte de l'argent au pays. Ces fumées seraient moins nocives pour la santé que le tabac, mais les experts sont partagés. Une étude américaine estime que la cigarette électronique peut être 15 fois plus dangereuse qu'une cigarette classique. Oui, vapoter est mauvais pour la santé parce qu'il y a deux composants toujours présents. Des ingrédients qui se trouvent dans le liquide du vaporisateur. D'abord les arômes, ensuite la nicotine. Au-delà de la santé, les leaders religieux ont récemment déclaré la pratique contraire à l'islam, religion majoritaire en Malaisie. Mais les boutiques continuent de fleurir dans le pays, avec maintenant 1 million de vapoteurs, 5 fois plus que l'année dernière, selon une association de professionnels du secteur. Et avec des arômes parfois artisanaux, les inquiétudes se portent aussi sur le contrôle de qualité. Il y a des gens qui n'ont rien à faire de ce qu'ils vendent. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils n'y connaissent rien. Les pays voisins comme la Thaïlande et Singapour ont déjà interdit la cigarette électronique. Et les vapoteurs de Malaisie se demandent maintenant quand viendra leur dernier souffle. Voilà donc pour l'essentiel de l'actu. On va se quitter pour un rapide point sur l'info. Juste après, on parlera 5 ans après le printemps arabe, de la Tunisie en pleine crise, mais en pleine révolution également. Est-ce qu'elle a réussi sa transition? Est-ce qu'elle a les moyens à l'avenir de se protéger du terrorisme qui l'a touché à 3 reprises en 2015? On posera la question à un spécialiste. À tout de suite.